Je me tenais seul dans ma cuisine silencieuse du Colorado, la tarte aux canneberges encore tiède sur le comptoir, lorsque mon téléphone s'est illuminé pour un appel vidéo de mon fils Michael et de sa famille. J'ai essuyé mes mains sur une serviette, me suis ressaisi et j'ai répondu avec un petit sourire. L'écran a éclaté de voix, de rires, de verres qui s'entrechoquent. 14 personnes derrière ma belle-fille, Rachel. Oui, Rachel, la femme de mon fils, tous rassemblés autour d'une longue table de Thanksgiving à laquelle je n'étais pas invité. Rachel a rejeté ses cheveux en arrière, s'est penchée vers la caméra et a ri un peu trop fort. Oh mon Dieu, Sandra, on t'a complètement oublié. Tu sais à quel point c'est la folie par ici. Quoi qu'il en soit, joyeux Thanksgiving. La pièce derrière elle a éclaté d'un rire poli, le genre qui blesse plus que le silence. Même Michael, mon unique enfant, se tenait là avec un sourire crispé qu'il peinait à maintenir. J'ai posé le téléphone. La maison semblait plus froide que le vent dehors. Ma voisine Evelyne d'en face m'a jeté un coup d'œil par sa fenêtre, son visage empreint de cette sorte d'inquiétude qu'on ne peut cacher. Ils m'avaient désinvité sans même le dire. Mais ils n'avaient aucune idée qu'en m'excluant, ils ouvraient une porte dont j'avais oublié l'existence. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné et dites-moi d'où vous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment où tout a discrètement basculé. Fort Collins était calme cet après-midi-là, de ce genre de calme qui s'installe sur les contreforts des montagnes à l'approche de l'hiver. Ma petite maison se trouvait à la lisière du quartier, assez proche pour entendre les enfants jouer, assez loin pour ressentir cette solitude dont on ne parle pas. J'avais passé la matinée à préparer ma sauce aux canneberges habituelle, la seule recette que mon défunt mari Richard aimait le plus. La casserole mijotait doucement tandis que le vent de la montagne frôlait la fenêtre, transportant le froid vif à travers le fin cadre. J'ai mis la table pour une personne sans trop y penser, une vieille habitude. Une seule assiette, une serviette pliée, un verre d'eau captant la pâle lumière du Colorado. Mon châle couleur vin était accroché au dossier de ma chaise, ses fibres usées par des années d'utilisation. Je venais de verser la sauce dans un petit plat lorsque mon téléphone a vibré. C'était un message de Rachel, ma belle-fille. L'aperçut seul à resserrer quelque chose dans ma poitrine. Salut, Sandra. À propos de Thanksgiving. On a décidé de faire ça en petit comité cette année. Tu es facilement dépassé. Mieux pour toi de te reposer à la maison. J'ai lu la phrase 2 fois. Tu es facilement dépassé. Comme si j'étais fragile. Comme si j'étais un fardeau. Il y avait un cœur souriant à la fin. La version numérique d'une tape sur la tête. Avant même que je puisse me ressaisir, un autre message a suivi. J'essaie juste de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Pas de message de Michael, mon fils. Pas un mot. J'ai fixé mon écran, espérant que son nom apparaîtrait. Une défense, une correction, maman, bien sûr que tu viens. Mais rien n'est venu. Son silence en disait plus que n'importe quel message que Rachel pourrait taper. Je suis resté là, la cuillère à canneberge toujours à la main, quand j'ai entendu frapper doucement à la porte. Ma voisine Hélène, la dame âgée qui vivait de l'autre côté de la rue, qui voyait plus qu'elle ne le disait jamais, se tenait dehors, tenant un petit récipient de petits pains. « Ça va, ma chère ?» a-t-elle demandé, ses yeux scrutant mon visage. J'ai forcé un sourire, le genre qui pèse lourd. Juste un Thanksgiving tranquille cette année. Elle m'a regardé un long moment, son expression s'adoucissant. Ce n'est pas la première fois qu'il change les plans à ton sujet, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Une fois parti, je suis retourné à ma table de cuisine. La sauce aux canneberges avait refroidi, une fine peau se formant à la surface. Le vent de la montagne a fait légèrement vibrer la fenêtre, comme pour me rappeler que le monde extérieur était plus grand que cette petite douleur dans ma poitrine. J'ai repris mon téléphone, faisant défiler la discussion de groupe de la famille, et c'est là que je l'ai vu. Des photos du rassemblement que Rachel avait dit être en petit comité. La table était bondée. Des cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans étaient là. De vieux amis des beaux-parents de Michael, même des gens qui vivaient hors de l'État. Tout le monde sauf moi. Je me suis assise lentement, enroulant le châle couleur vin autour de mes épaules. Il portait le léger parfum de cannelle des fêtes passées. Ma voix s'est échappée avant que je puisse la retenir. Douce, mais assez tranchante pour piquer. Ils disent que c'est un petit rassemblement, mais j'ai l'impression que ma place n'a jamais existé. J'ai regardé la table vide devant moi,
puis mon ordinateur portable posé, fermé, sur le comptoir. Quelque chose en moi a basculé. Un petit déclic silencieux, comme une serrure qui tourne. Je me suis approché, l'ai ouvert et j'ai vu une nouvelle notification de mail en attente. Ridgeview Villa, séquestre en attente. 72 heures. Fort Collins est toujours calme à la fin novembre, ce genre de calme qui s'installe dans les planches de pin d'une vieille maison et persiste dans les coins comme un souvenir. Ce matin-là, l'air était assez vif pour piquer mes poumons quand je suis sorti sur le porche pour rentrer le lait. La neige n'était pas encore tombée, mais le ciel avait cette teinte grise et lourde qui avertissait qu'elle arrivait. À l'intérieur, ma cuisine semblait plus petite que d'habitude, même si c'était la même cuisine dans laquelle j'avais cuisiné pendant 40 ans. J'ai noué mon tablier et je suis retourné à la cuisinière, remuant la sauce au canneberge que j'avais faite à chaque Thanksgiving depuis que mon fils Michael avait 5 ans. Elle bouillonnait en respiration lente et régulière, remplissant la pièce de chaleur et d'un soupçon de cannelle. Je n'attendais personne pour le dîner. Je ne pouvais simplement pas rompre l'habitude de cuisiner quelque chose de festif la semaine de Thanksgiving. La cuillère en bois tremblait légèrement dans ma main alors que je goûtais la sauce. Elle était parfaite. Elle l'était toujours. Mais la perfection semblait superflue cette année. Ma belle-fille Rachel n'avait rien confirmé avec moi au sujet de la fête, et le silence entre nous s'était étiré, fin comme un vieux fil. Pourtant, quelque part au fond de moi, je m'accrochais à un minuscule espoir insensé. Peut-être que Michael appellerait. Peut-être que les petits-enfants demanderaient ma tarte. Peut-être que Rachel s'adoucirait. Puis mon téléphone a vibré. Un message. J'ai essuyé mes mains et l'ai attrapé, tenant toujours ce fil d'espoir. Mais au moment où j'ai vu le nom de Rachel apparaître, mon estomac s'est noué. J'ai ouvert le message. Et Sandra, je voulais juste te faire savoir qu'on fait ça en petit comité cette année. Je ne veux pas que tu sois dépassé. Tu comprends? Joyeux Thanksgiving en avance. Rachel. Mes doigts se sont figés au-dessus de l'écran. Mon souffle s'est bloqué. Je connaissais ce ton. Doux en surface, tranchant en dessous. Un ton qu'elle utilisait quand elle voulait déguiser une coupure en attention. Dépassé. Elle utilisait toujours ce mot. Elle l'utilisait depuis des années. Peu importait que j'ai organisé Thanksgiving pendant des décennies ou que ma maison ait été le lieu de rassemblement avant qu'elle n'épouse mon fils. Selon Rachel, j'étais facilement dépassé, ce qui était sa manière polie de dire qu'elle préférait ne pas m'avoir dans les parages. Je n'ai rien tapé. La sauce au canneberge mijotait derrière moi, le doux bruit de bulles ressemblant à un battement de cœur lent et fatigué. J'ai regardé le couvert unique sur la table, une assiette, une fourchette, une serviette pliée, par habitude, pas par intention. La chaise vide en face me semblait un rappel silencieux. Par la fenêtre de devant, j'ai vu du mouvement. Ma voisine, Hélène, la femme qui vivait de l'autre côté de la rue depuis le décès de son mari, se tenait dans son jardin, tirant une poubelle vers le trottoir. Elle a jeté un coup d'œil vers ma maison. Je ne sais pas comment elle l'a senti, mais elle s'est arrêtée, a plissé les yeux, puis a traversé la rue vers moi. Un coup a résonné à la porte. J'ai hésité avant d'ouvrir. Mais quand je l'ai fait, les yeux doux d'Hélène ont rencontré les miens. « Ça va, ma chère ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai forcé un sourire, comme les femmes de mon âge s'y sont exercées toute leur vie. « Oh, je vais bien », ai-je dit. « Juste une journée tranquille. » Mais Hélène n'avait pas l'air convaincue. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule dans la cuisine, le couvert unique, la casserole qui mijote, l'écharpe drapée sur le dossier de la chaise. C'était mon écharpe en laine couleur vin, celle que je portais chaque hiver. La voir là, c'était comme voir une partie de moi-même attendre en silence. Hélène a expiré. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Mon sourire a vacillé. Je n'ai pas répondu, et elle n'a pas insisté. Elle a juste touché mon bras, a fait un signe de tête compatissant et est retournée de l'autre côté de la rue. Le vent de la montagne l'a frôlé, faisant vibrer les fenêtres et se glissant sous la porte. Je suis retourné à la cuisine et j'ai finalement touché mon téléphone à nouveau, espérant bêtement que peut-être Michael, mon fils, avait fait suivre ce message d'un des siens. Quelque chose comme « Maman, ce n'est pas ce que je voulais » ou « Maman, je viendrai te chercher ». Mais il n'y avait rien. Pas un appel, pas même une question. Je me suis assise à la petite table, la chaise en bois craquant sous mon poids. La sauce au canneberge a cessé de bouillonner sur la cuisinière,
et le silence s'est installé lourdement dans la pièce. Ma main a dérivé vers l'écharpe sur la chaise, la laine douce frôlant mes doigts. Cette écharpe m'avait accompagné lors de tant de fêtes, enroulée autour de mes épaules alors que je servais la dinde ou autour de mon cou alors que je riais avec mon mari Richard avant son décès. J'ai dégluti difficilement. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, trop froide. Le vent pressait contre la fenêtre, fredonnant bas comme un avertissement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je m'attendais à un autre message de Rachel, peut-être une suite pour ajouter plus de sucre à son rejet. Mais à la place, c'était une photo de groupe postée en ligne. Ma famille élargie rassemblée autour d'une longue table de Thanksgiving magnifiquement décorée. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années étaient là. Même la cousine Méline, que je n'avais pas vue depuis que Michael était au lycée. Ils étaient tous habillés chaudement, tenant des verres, souriant, et là, au bout de la table, riant avec eux, se trouvait Rachel. Elle n'avait pas seulement fait, en petit comité. Elle avait invité tout le monde sauf moi. Ma gorge s'est serrée. Mes mains tremblaient. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et j'ai laissé mes yeux se fermer. Ils disent que c'est un petit rassemblement, ai-je murmuré à la pièce vide. Mais j'ai l'impression que ma place n'a jamais existé. Les mots flottaient dans l'air, doux mais lourds. Je n'ai pas pleuré. Les femmes comme moi ne pleurent pas toujours. Parfois, nous nous brisons simplement en silence. Je me suis levé, j'ai pris mon écharpe et je l'ai drapée sur mes épaules. L'odeur de la laine froide me réconfortait plus que la cuisine chaude n'aurait jamais pu le faire. Je suis allé dans le salon où le vent de la montagne se glissait par les fentes des fenêtres, me frôlant la joue, comme un rappel que la vie en dehors de ces murs continuait de bouger. Quelque chose s'est agité en moi. Pas de la colère, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, le sentiment que quelque chose était en train de changer. J'ai allumé mon ordinateur portable. L'écran a éclairé la pièce sombre. Nouvel email de l'avocat de mon défunt mari. Objet, Ridgeview Villa. Séquestre en attente. 72 heures. Et avec ça, le calme en moi s'est agité pour devenir tout autre chose. L'email de l'avocat de mon défunt mari brillait sur l'écran bien après que j'ai cessé de respirer. Je suis resté assise là, les mains toujours agrippées au bord de l'ordinateur portable comme si le cadre en métal était la seule chose qui me tenait droite. Ridgeview Villa, séquestre en attente, 72 heures. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils me semblent irréels, comme les nouvelles de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre. La maison était silencieuse, à l'exception du léger sifflement du vent de la montagne se glissant à travers les joints des fenêtres. Il a frôlé la chaîne autour de mon cou, poussant le petit pendentif en feuilles d'érable pressé que Richard, mon mari, m'avait offert pour notre 25e anniversaire. La feuille a légèrement oscillé, tapotant contre ma clavicule, presque comme pour me rappeler qu'il était toujours là d'une manière ou d'une autre. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable, laissant le poids du moment s'installer. Ridgeview Villa. Ce nom a remué quelque chose de lointain, quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis le décès de Richard. Je me suis levé, j'ai enroulé mon écharpe plus serrée autour de mes épaules et je suis allé au placard du couloir, celui où je gardais les boîtes que je n'avais pas touchées depuis des années. Les boîtes sentaient légèrement le cèdre et les vieux souvenirs quand je les ai sorties. Je les ai portées sur le sol du salon, m'agenouillant sur le tapis. Dehors, le ciel s'était assombri, transformant la pièce en une grotte silencieuse éclairée seulement par une seule lampe. J'ai ouvert la première boîte. Des feuilles de papier ont bruissé comme des feuilles cassantes, révélant de vieux dossiers fiscaux, des enveloppes fanées et l'écriture soignée d'un homme qui avait toujours été plus organisé que moi. Mais c'est la deuxième boîte qui m'a arrêté. À l'intérieur, niché sous un pull en laine plié, se trouvait le carnet en cuir de Richard. Je l'ai pris à deux mains. La couverture était usée et lisse, douce par des années d'utilisation. Quand je l'ai ouvert, un léger parfum de cèdre et d'encre s'est élevé, son parfum à lui. Les premières pages contenaient son écriture familière, soignée, réfléchie, stable, des listes de choses qu'il prévoyait de réparer dans la maison, des notes sur les anniversaires, de petits rappels qu'il s'écrivait à lui-même. Mais quelques pages plus loin, j'ai trouvé quelque chose de différent. Une phrase écrite à l'encre plus foncée, pressée plus profondément dans la page comme s'il l'avait écrite un jour où son poids importait. Si jamais elle est mise à l'écart, donnez-lui un moyen de se retrouver. Ma gorge s'est serrée. Le bout de mes doigts a lentement glissé sur les lettres. Richard n'avait jamais parlé en énigme, n'avait jamais laissé de message poétique traîner, mais il avait toujours vu plus qu'il ne disait,
et il s'était toujours inquiété plus qu'il ne le laissait paraître. J'ai tourné la page, le cœur battant plus vite que la pièce silencieuse ne le méritait. Derrière la note, j'ai trouvé des documents agrafés ensemble, des relevés de comptes estampillés de termes que je n'avais jamais entendus. Whitmore Gross Fund, Silver Aspen Holdings, réserve asset protection. Il m'a fallu un long moment pour comprendre ce que je regardais. C'étaient des comptes financiers, 3 d'entre eux, ouverts au nom de Richard, mais me désignant comme bénéficiaire. Pas conjointement, pas partagé avec Michael, mon fils, pas même mentionné dans nos archives familiales. Mes yeux ont parcouru les chiffres et le souffle m'a manqué. Le Whitmore Gross Fund contenait à lui seul 2,3 millions de dollars, gelés, intacts. Un léger choc m'a envahi. Toutes ces années, je pensais que Richard et moi avions été complètement ouverts l'un envers l'autre. Mais voici 3 comptes dont je n'avais jamais entendu parler, rangés comme des coffres-forts secrets, cachés non pas de moi, mais du reste de la famille. Et puis quelque chose d'autre m'a frappé. Il n'y avait que 2 personnes qui auraient pu savoir tout cela. Richard et Thomas. Thomas, l'homme discret qui avait toujours été là pendant les années où Richard a bâti son entreprise. Le même Thomas qui était venu à l'enterrement, s'était tenu au fond, chapeau à la main, les yeux sachants. J'avais toujours senti une profondeur en lui, une sorte de loyauté silencieuse. Maintenant je comprenais pourquoi. Mon téléphone était toujours sur le bras du canapé. Je l'ai attrapé, ma main plus stable que je ne l'aurais cru. Quand l'avocat a répondu, je n'ai pas pris la peine de m'asseoir. Je veux activer mes droits, ai-je dit. Il y a eu un temps de silence à l'autre bout du fil. Poli, professionnel. Et puis l'avocat a répondu, bien sûr, tout est prêt. Le vendeur de la villa a déjà accepté l'offre. J'ai cligné des yeux. Le vendeur? Oui, madame. Thomas Haye. La pièce a légèrement basculé, mais pas de manière effrayante. Plutôt comme une porte qui se déplace lorsque la serrure s'ouvre. Thomas Haye, le vieil associé de mon mari, l'homme qui m'avait tenu la main à l'enterrement une seconde de plus que la plupart des gens. L'homme dont les yeux avaient montré de la reconnaissance bien avant qu'il ne se présente. Mon écharpe a glissé de mon épaule alors que je me rasseyais. Le pendentif en feuilles d'érable a tapoté ma poitrine. S'ils peuvent m'oublier si facilement, ai-je murmuré, peut-être que je devrais me souvenir de moi-même. Les mots semblaient résonner à travers les murs. J'ai rouvert l'ordinateur portable. L'écran a illuminé la pièce. Une bannière lumineuse brillait en haut. Ridgeview Villa. Offre acceptée. Le vent dehors s'est levé doucement, frôlant la vitre, presque encourageant. Mes doigts planaient au-dessus du trackpad comme s'ils demandaient la permission à quelqu'un qui n'était plus là. Mais ensuite j'ai touché l'écran et c'est à ce moment-là que quelque chose de silencieux en moi a finalement basculé. La maison semblait trop immobile après que j'ai fermé l'ordinateur portable. Quelque chose en moi avait déjà franchi une ligne, enjambé un seuil invisible derrière lequel je ne réalisais même pas que je me tenais. J'ai traversé chaque pièce lentement, touchant les coins, les cadres photos, la chaise où je lisais à mon fils Michael quand il était petit. Chaque pas ressemblait à un adieu silencieux. Pas à la maison elle-même, mais à la version de moi qui était restée silencieuse pendant bien trop longtemps. J'ai passé mon écharpe couleur vin autour de mes épaules et j'ai attrapé mon manteau sur le crochet. L'air extérieur portait la morsure de la neige imminente, vif et assez piquant pour dissiper le brouillard de mon esprit. Ma voisine Hélène était encore réveillée. La lumière de son salon brillait à travers la fenêtre de l'autre côté de la rue. Je suis sorti sur mon porche, les planches craquant sous mes bottes, et j'ai traversé la route. Je n'ai pas frappé à sa porte. Au lieu de cela, j'ai glissé une petite note manuscrite dans la fente entre la porte et le cadre. Je serai absente quelques jours. Sandra. Mon écriture semblait plus stable que je ne me sentais. Quand je me suis retourné vers ma voiture, j'ai vu Hélène debout derrière son rideau, observant silencieusement. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'a pas appelé. Elle a juste posé sa main doucement contre la vitre. Le genre de geste que seules les femmes plus âgées savent faire. Quelque chose entre un adieu et une bénédiction. J'ai hoché la tête, lui faisant savoir que je l'avais vue. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné la clé, et le moteur a vrombi. Alors que je m'éloignais du trottoir, la radio s'est allumée avec une douce chanson country, le même genre que Richard et moi écoutions lors de nos trajets nocturnes à travers les Rocheuses. Sa voix est revenue dans ma mémoire, basse et chaude. Un jour, tu auras besoin d'espace, Sandy.
Un endroit où les montagnes pourront te rappeler à quel point tu es vraiment forte. La route s'ouvrait devant moi comme un long ruban d'argent. Les lampadaires se sont estompés derrière moi, laissant place à la longue portion sombre de l'autoroute qui menait vers les montagnes. Le ciel s'est approfondi en un bleu marine, parsemé du plus faible scintillement des premières étoiles. J'ai gardé la radio basse, laissant le doux grattement de la guitare remplir les espaces silencieux entre mes pensées. Plus je conduisais, plus le paysage changeait. Des pins bordaient les deux côtés de la route, leur haute silhouette frôlant les bords du ciel nocturne. L'air s'est raréfié, plus froid mais plus pur, plus vif en quelque sorte. C'était comme respirer de la clarté. J'ai dépassé la dernière station-service avant des kilomètres, son enseigne au néon bourdonnant faiblement dans l'obscurité. Au-delà, il n'y avait que des routes sinueuses et la longue courbe des montagnes qui me tiraient vers l'avant. La neige a commencé à poudrer le pare-brise, légère au début, puis plus régulière. Mes essuie-glaces balayaient rythmiquement d'avant en arrière, marquant les minutes qui passaient. Quelque part près de Glenwood Canyon, j'ai quitté l'autoroute principale pour une route plus petite menant vers Aspen Highlands. Les montagnes se dressaient comme des géants des deux côtés, réconfortantes plutôt qu'intimidantes. J'ai gardé les deux mains sur le volant, non par peur, mais par concentration, le sentiment que je faisais exactement ce que je devais faire. En conduisant, les souvenirs se sont glissés tranquillement. Richard riant en essayant d'apprendre à Michael à faire des ricochets dans un ruisseau. Moi, assise à côté de lui sur une bûche, l'écoutant parler de rêves qu'il n'était pas prêt à partager. La façon dont il semblait toujours savoir quand la vie était sur le point de changer. La façon dont il avait préparé des choses dont je ne savais pas que j'aurais un jour besoin. La radio a joué une autre douce mélodie country, une que nous fredonnions en cuisinant le dîner ensemble. L'air flottait autour de moi comme une main chaude sur mon épaule. Pendant un instant, la route s'est redressée, s'ouvrant sur une vue imprenable de la vallée en contrebas. Le clair de lune se déversait sur les arbres poudrés de neige, et quelque chose en moi s'est détendu. Je pensais que je m'enfuyais, ai-je murmuré dans la voiture silencieuse. Mais peut-être que je rentrais chez moi. La pensée s'est installée en moi comme une vérité. Des kilomètres plus tard, juste au moment où le panneau indiquait qu'Aspen était proche, mon téléphone s'est allumé dans le porte-gobelet. Je l'ai attrapé seulement après m'être arrêté sur une aire panoramique, le moteur tournant doucement. C'était un message texte d'Evelyne, la femme qui travaillait à l'épicerie où j'allais tous les samedis. Elle avait connu Richard. Elle me connaissait depuis plus d'années que je ne le réalisais. Son message disait « Où es-tu ? Tu n'étais pas à Thanksgiving. » Toute la table semblait étrange. J'ai fixé l'écran. Un simple message, mais il a fissuré quelque chose en moi. Tout le monde ne m'avait pas oublié. Tout le monde n'avait pas fermé la porte. Certaines personnes ont remarqué mon absence. Certaines personnes s'en souciaient. J'ai laissé échapper une longue et lente respiration. Les montagnes autour de moi se tenaient silencieuses, stables, presque approbatrices. J'ai remis la voiture en marche. La route devant attendait. La route a pris un dernier virage, puis les arbres se sont ouverts pour révéler une longue allée de gravier bordée de lumière de style lanterne qui brillait d'un or doux contre la neige matinale. Au bout du chemin se dressait Ridgeview Villa. De hautes fenêtres, des poutres en cèdre et un porche profond et accueillant qui enveloppait la maison comme des bras ouverts. Les montagnes se dressaient derrière elle dans une majesté tranquille, tenant la villa comme si elle n'appartenait qu'à cette vallée. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise un moment. Mon souffle embuait le pare-brise. Le monde semblait assourdi, comme s'il attendait que je fasse un pas vers quelque chose de nouveau. Serrant plus fort mon écharpe couleur vin autour de mon cou, j'ai ouvert la portière de la voiture. L'odeur de pain et d'air froid s'est engouffrée, m'ancrant. Des pas ont craqué sur la neige. J'ai levé les yeux pour voir un homme marcher vers moi, grand, posé, portant un manteau sombre et un chapeau usé. Avant même qu'il ne parle, j'ai reconnu la stabilité tranquille dans ses yeux. « Vous devez être Sandra Whitmore », dit-il. Sa voix portait une chaleur qui convenait à cet endroit. « Oui », ai-je répondu doucement. « Et vous êtes Thomas Haye ». Il a hoché la tête, retirant son chapeau avec une inclinaison respectueuse. « Votre défunt mari m'a demandé de garder cet endroit pour vous. » Les mots m'ont frappé plus profondément que je ne l'attendais. Je les ai sentis s'installer quelque part dans ma poitrine, lourds et tendres à la fois. Thomas s'est écarté, faisant un geste vers la villa. « Entrez. Il fait froid dehors. » À l'intérieur, la porte s'ouvrait sur une vaste entrée,
baignée d'une lumière dorée et chaude. L'odeur de bois de pin flottait dans l'air, se mêlant au parfum plus doux de vieux livres. Les planchers brillaient du poli de quelqu'un qui prenait soin de l'endroit. « C'est magnifique », ai-je murmuré. Thomas a jeté un regard autour de lui, son expression douce mais teintée de quelque chose de plus ancien, quelque chose comme du chagrin. « Ma femme aimait cette maison, dit-il. Elle est décédée il y a quelques hivers. J'ai tout gardé comme elle l'avait laissé. Voilà, la douleur silencieuse sous la beauté. Une maison remplie de souvenirs, attendant de nouveau. Il m'a conduite dans un couloir jusqu'à une grande pièce avec de larges fenêtres donnant sur la vallée. Des papiers étaient soigneusement empilés sur une table à côté d'un dossier estampé du nom, Ridgeview Estate Holdings. Votre mari et moi avons travaillé ensemble pendant des années, dit Thomas, debout près du bureau. Il me confiait plus que des affaires. Quand il est tombé malade, il m'a dit que vous pourriez avoir besoin d'un endroit un jour, un endroit avec de l'espace pour respirer. J'ai hésité avant d'ouvrir le dossier. Mes doigts ont frôlé les bords avec précaution, comme si le papier pouvait s'effriter sous mon toucher. Mais quand je l'ai ouvert et que j'ai vu le nom de Richard écrit sur les documents, une chaleur familière m'a envahi. Son écriture apparaissait dans des notes en marge, réfléchies, stables, intentionnelles. J'ai tracé une ligne du bout de mon doigt, et soudain la pièce m'a semblé remplie de lui, non pas comme un fantôme, mais comme une présence silencieuse tissée dans les poutres et les planchers. Thomas m'a regardé doucement. Il ne voulait pas que vous vous sentiez déraciné. Il a dit que vous viendriez quand vous seriez prête à recommencer. Recommencer. Les mots ont résonné doucement comme une cloche douce. J'ai fermé le dossier et j'ai expiré. Il pensait toujours à l'avance, ai-je murmuré, même quand je ne le voulais pas, Thomas a offert un petit sourire. Il prenait soin de vous comme peu de gens savent le faire. Nous avons marché plus profondément dans la villa. Les murs étaient tapissés de croquis de paysages encadrés, certains inachevés. Une table à manger en noyer foncé s'étendait dans la grande pièce, assez longue pour accueillir une famille ou un rassemblement entier. Une cheminée crépitait faiblement, comme si elle se réveillait d'un sommeil tranquille. Thomas s'est arrêté près d'une porte fermée dans le couloir. Il a fouillé dans la poche de son manteau et en a sorti une petite clé en laiton. « Il y a quelque chose que vous devriez voir, dit-il. Il voulait que vous ayez ça. » J'ai fixé la clé, ne sachant pas si je devais la prendre. « Qu'est-ce que c'est ? » « Votre mari utilisait cette pièce quand il séjournait ici, » répondit doucement Thomas. « Il travaillait sur quelque chose. Quelque chose qu'il n'a pas pu finir. Il m'a demandé de le laisser tel quel pour vous. J'ai pris la clé de sa main. Elle était chaude, comme si elle avait été tenue pendant très longtemps. Mes doigts se sont refermés lentement autour d'elle. « Ce n'est pas une chambre cachée, » ajouta Thomas, lisant l'instant sur mon visage. « C'est juste un bureau, un endroit qu'il utilisait pour planifier. Quelque chose qu'il espérait réunirait votre famille un jour. » « Que planifiait-il » ai-je demandé. Thomas a regardé la longue table en noyer dans la grande pièce, celle assez grande pour rassembler la moitié d'une ville. « Un Thanksgiving, dit-il tranquillement. Un grand, chaleureux, paisible, avec tout le monde ensemble. Il voulait que ce soit son cadeau pour vous. Le souffle m'a quitté la poitrine. J'ai retourné la clé dans ma main. Elle semblait plus lourde maintenant, comme si elle contenait plus que du métal. La lumière dorée nous baignait tous les deux. L'odeur de pain remplissait la pièce. À ce moment-là, la villa ne me semblait pas la maison d'un étranger. Elle ressemblait à un pont. De la vie que j'avais perdue à la vie qui m'attendait si je choisissais d'y entrer. J'ai refermé mes doigts sur la clé. Pendant que je parcourais les couloirs silencieux de Ridgeview Villa, le monde que j'avais quitté a commencé à s'effilocher comme un fil usé. Je ne le savais pas alors. Je n'entendais pas les voix s'élever à travers Denver, ni le cliquetis aigu des couverts contre la porcelaine, ni les pauses gênées remplissant une pièce qui aurait dû être pleine de chaleur. Mais plus tard, j'entendrais chaque détail et comprendrais à quelle vitesse la vérité avait commencé à faire surface dès mon départ. Cela a commencé avec Evelyn. Pas ma voisine Evelyn, mais ma cousine Evelyn, celle qui disait toujours ce qu'elle pensait, qu'elle le doive ou non. Elle avait fait tout le trajet jusqu'à Denver pour Thanksgiving, s'attendant à voir une famille qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle s'attendait certainement à me voir. En prenant sa place à la longue table décorée, elle a regardé autour d'elle, plissant les yeux. Puis elle s'est redressée un peu et a demandé assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende, « Où est Sandra ?» Ce n'est pas Thanksgiving sans elle. Les rires se sont calmés.
Les fourchettes se sont arrêtées. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. À la tête de la table, Rachel, ma belle-fille, s'est figée un instant avant d'afficher un sourire poli. Oh, elle n'aime pas les grands rassemblements, dit-elle en agitant la main comme pour chasser la poussière. Elle est facilement dépassée. Quelques personnes se sont regardées. Quelques-unes ont froncé les sourcils. Un autre cousin a marmonné, ça ne ressemble pas à Sandra. La mère de Rachel, Patricia, s'est penchée près de sa fille et a murmuré quelque chose qui devait rester privé. Mais un jeune parent à l'autre bout, du genre qui filme toujours tout pour s'amuser, avait son téléphone orienté juste comme il faut. Le microphone a capté la voix de Patricia, nette et tranchante. Sandra est un fardeau. Gênant, vraiment. Mieux vaut qu'elle reste à la maison. Rachel ne l'a pas corrigée. Rachel n'a même pas eu l'air offensée. Elle a juste laissé les mots flotter dans l'air comme de la fumée. Et le garçon qui enregistrait n'a pas hésité avant d'envoyer le clip dans le chat de groupe de la famille avec un emoji qui rit. En quelques minutes, les téléphones ont vibré tout autour de la table. La conversation s'est arrêtée. Les yeux se sont écarquillés. Les gens qui m'avaient toujours apprécié, ou du moins respecté, se sont tus. La vidéo s'est propagée de cousin en cousin, puis à des parents éloignés qui n'étaient même pas au dîner. Certains ont halté, certains ont secoué la tête, puis elle a atteint Michael, mon fils, assis à l'autre bout de la table, les mains croisées sur ses genoux, essayant de prétendre que tout semblait normal. Il a ouvert la vidéo. Il a entendu la voix de Patricia. Il a entendu le silence de Rachel. Son visage a perdu toute couleur. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. Quelqu'un l'a appelé, mais il s'est éloigné de la table, est sorti par la porte latérale et est entré dans l'air froid du soir. Il a composé mon numéro 1 fois, 2 fois, 3 fois. À Ridgeview Villa, mon téléphone vibrait silencieusement sur une table en bas, loin de l'endroit où je parlais doucement avec Thomas de l'histoire de la maison. Je n'ai entendu aucun des appels. De retour à Denver, Michael a réessayé, faisant les 100 pas le long de l'allée, son souffle s'élevant en nuage blanc. « Où es-tu, maman » a-t-il murmuré. « S'il te plaît, parle-moi. » Pas de réponse. Il a essayé encore et encore, mais mon silence a tenu bon. Dans la salle à manger, les voix ont commencé à s'élever. Certains parents ont confronté Rachel, d'autres ont évité son regard. Patricia a essayé de rire de la situation, insistant sur le fait que les gens prenaient les choses trop au sérieux de nos jours. Mais le mal était fait. Michael est rentré dans la maison. Visage pâle, yeux creux. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas parlé. Il a simplement attrapé son manteau. Rachel s'est précipitée vers lui. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne l'a pas regardé. « Où est ma mère ? Pourquoi n'était-elle pas invitée ?» Rachel a cligné des yeux rapidement. « Je t'ai dit qu'elle est facilement dépassée. » Il l'a coupé. « Dis quelque chose de vrai pour une fois. » Patricia est intervenue, la voix vive. « Ne lève pas la voix sur ma fille. » Mais Michael ne l'a même pas reconnue. Il est passé devant elle deux et est sorti par la porte d'entrée. Quand l'air froid a frappé son visage, il a réessayé mon numéro. Toujours rien. De retour à Ridgeview Villa, mon téléphone a vibré à nouveau sur la table, ignoré seulement parce que j'étais à l'étage, marchant dans un couloir sombre, écoutant Thomas expliquer comment Richard avait choisi les poutres en pin pour leur chaleur et leur son. Michael a fixé le ciel sombre, son souffle tremblant. Pour la première fois depuis des années, il s'est permis de ressentir tout ce qu'il avait ignoré. La façon dont Rachel m'avait parlé, la façon dont il était resté silencieux, la façon dont je m'étais toujours effacé pour qu'il ne se sente pas pris au milieu. Son téléphone a vibré. Un SMS de ma voisine Hélène. La même femme qui m'avait vu partir à 3 heures du matin. Son message disait « La voiture de ta mère a disparu. Elle est partie à 3 heures du matin. » Les genoux de Michael ont presque fléchi, parti dans la nuit. Aucune explication, aucune note. Il a appelé encore et encore et encore. Quand je n'ai pas répondu, la peur s'est installée, profonde, vive, inévitable. Il est monté dans sa voiture, serrant le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Les phares ont percé l'obscurité en longs faisceaux tremblants. À Ridgeview Villa, je suis entré dans le bureau silencieux que Thomas m'avait montré, tenant la clé en laiton que Richard avait laissé derrière lui. Mon cœur était lourd mais stable, plein mais fatigué.
Et alors que le vent frôlait les fenêtres, le calme en moi s'est finalement élevé en une pensée. Le silence est ma dernière frontière. Michael ne le savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que sa mère avait disparu. Et pour la première fois de sa vie, il était terrifié par ce que cela signifiait. La clé en laiton semblait chaude dans ma paume alors que je me tenais devant la porte fermée du bureau. J'ai hésité, non pas parce que je craignais ce qu'il y avait à l'intérieur, mais parce que je sentais qu'au moment où je tournerais cette clé, une partie de mon ancienne vie, la vie où je baissais la tête et restais petite, serait laissée derrière pour toujours. Ridgeview Villa était silencieuse autour de moi, ce genre de silence qui retient son souffle. J'ai enroulé mon écharpe couleur vin plus près de mon cou et j'ai finalement glissé la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte avec un léger déclic. La lumière chaude du couloir s'est répandue sur le plancher en bois. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans l'air, brillant comme de minuscules braises dorées alors qu'ils traversaient le faisceau de soleil qui passait par une autre fenêtre. L'air sentait légèrement le bois de pin et le vieux papier. L'odeur d'une pièce qui avait été vécue, travaillée, rêvée bien avant d'être laissée intacte. Je suis entré lentement. Ce n'était pas une pièce mystérieuse, pas le genre rempli de secrets et d'histoires dramatiques. C'était quelque chose de bien plus intime, un espace où mon mari, Richard Whitmore, avait passé des heures à planifier l'avenir que nous n'avons jamais atteint. Un bureau se trouvait près de la fenêtre, large et solide, légèrement marqué par des années d'écriture et de réflexion. Des papiers étaient soigneusement empilés dessus, comme s'ils attendaient son retour. J'ai caressé la surface du bureau du bout des doigts et je me suis enfoncé dans la vieille chaise en bois. Elle a grincé sous mon poids, familière d'une manière qui m'a touché en plein cœur. Je pouvais presque imaginer Richard assis ici, les lunettes basses sur son nez, griffonnant des notes avec la patience stable qu'il avait toujours eue. Mes yeux ont parcouru les piles de documents. Il y avait des fiches de recettes manuscrites, son écriture soignée listant les ingrédients pour les plats qu'il aimait quand nous cuisinions ensemble. Dinde glacée à l'érable, gratin de patates douces, sauce au canneberge à la cannelle, la même que je faisais chaque année. À côté d'elle se trouvaient des feuilles de papier avec des listes d'invités, les noms des membres de la famille écrits en colonnes nettes, certains avec de petites notes à côté. Appel Lato, elle voyage toujours. Il voudra amener sa nouvelle petite amie. Elle et Sandra devraient renouer contact. J'ai cligné des yeux fortement. Il avait planifié quelque chose de grand, quelque chose qui lui tenait profondément à cœur. Une petite enveloppe reposait près du bord du bureau. Mon nom était écrit dessus de sa main. Stable, familière, déchirante. Mes doigts ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre à moitié terminée. Ma Sandy, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu la chance de dire tout ce que je voulais. L'encre s'estompait sur la dernière ligne comme s'il avait posé le stylo et n'était jamais revenu pour finir. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, laissant la douleur silencieuse m'envahir. Après un long moment, j'ai attrapé le carnet, son carnet en cuir, celui qu'il portait partout quand il était en vie. La couverture était usée et lisse par des années d'utilisation. J'ai ouvert la première page lentement. Une feuille d'érable pressée est tombée sur mes genoux. Parfaitement conservée, les bords légèrement recourbés, ses veines brun chaud traçant des motifs que j'avais tracés 1000 fois sur des feuilles ramassées lors de promenades d'automne avec lui. Mon souffle s'est coupé. J'ai touché la feuille doucement, sentant la même texture que le petit pendentif que je portais quotidiennement, celui qu'il m'avait offert lors d'un voyage d'automne des décennies auparavant. La connexion m'a frappé comme une vague douce et soudaine. J'ai tourné la page. Écrit au centre de sa main familière et stable se trouvaient les mots « Si un jour ils oublient ta valeur, laisse cet endroit te la rappeler ». Ma gorge s'est serrée jusqu'à me faire mal. J'ai tracé la phrase du bout de mes doigts, sentant chaque lettre comme une promesse silencieuse qu'il avait laissée derrière lui. La lumière du soleil a changé à travers la fenêtre, se posant sur le bureau dans une lueur dorée et chaude. L'écharpe autour de mes épaules a capté la lumière, rendant sa couleur vin profond plus riche, presque vivante. J'ai fermé les yeux un instant, respirant le mélange de pain, de papier et de mémoire. Il a construit ça non pas pour lui-même, ai-je murmuré, mais pour le jour où j'aurais besoin d'une maison assez grande pour ma dignité. Ce n'était pas de l'amertume qui montait en moi. C'était de la clarté, lente et profonde. J'ai continué à tourner les pages du carnet. À l'intérieur se trouvaient des croquis de la villa, des notes sur les rénovations qu'il voulait aider Thomas à terminer, des rappels pour acheter des ingrédients pour les plats qu'il voulait faire une dernière fois. Et puis des plans, des pages et des pages de plans pour un dîner de Thanksgiving qu'il avait l'intention d'organiser ici.
Pas un petit repas, pas une visite polie, un rassemblement complet, joyeux, de guérison. Il avait même écrit un programme. Aller chercher Sandra à midi. Lui donner le temps de se reposer. Elle a toujours froid. Lui dire à quel point je suis fier d'elle avant que tout le monde n'arrive. Ma vision s'est brouillée. J'ai pressé ma paume sur mes lèvres, laissant la douleur s'installer profondément. Il avait su bien avant que je ne l'admette. Il avait su exactement comment la famille changerait après son départ. Il avait prédit les exclusions subtiles, l'espace rétrécissant à table, la façon dont je continuerais à perdre du terrain en silence. Non pas parce que je n'étais pas digne, mais parce que les familles changent lorsque le ciment qui les tenait ensemble disparaît. Et il avait préparé cet endroit, cette vie-là, pour que je ne sois pas laissé sans port. La série de documents suivante a complètement arrêté mon cœur. Des schémas, des plans d'affaires, des projections de revenus, tous portant le titre « Silver Aspen Retreat ». Mon souffle tremblait. C'était le projet de complexe hôtelier dont nous avions rêvé des années auparavant, assis sur le porche de notre ancienne maison, regardant les feuilles dérivées dans la cour. J'avais toujours pensé que c'était trop grand, trop ambitieux à poursuivre. Mais voici des documents montrant qu'il avait continué à le planifier en secret, non pas pour me le cacher, mais pour me protéger. Les comptes que j'avais trouvés plus tôt, les investissements cachés, les actifs gelés, tout cela en faisait partie. Il avait construit un filet de sécurité si large et si solide que même dans le pire des moments, je ne tomberais pas à travers. Il avait cru qu'un jour, quand il ne serait plus là, les pressions familiales pourraient m'engloutir tout entière. Et il avait construit une issue, une voie à suivre, un endroit où je pourrais me retrouver. La réalisation m'a submergé comme une marée lente et puissante. J'ai posé les deux mains sur le bureau et je me suis permis de respirer profondément, régulièrement pour la première fois depuis longtemps. Dehors, par la fenêtre, un léger mouvement a attiré mon attention. Le camion de Thomas sortait de l'allée. Il conduisait lentement, comme pour ne pas perturber le moment qu'il sentait que je vivais dans cette pièce. Pendant une seconde, le camion s'est arrêté près du portail. Il n'a pas regardé en arrière, mais quelque chose dans la façon dont il s'est attardé m'a fait me demander s'il tenait lui aussi à une vérité qu'il ne m'avait pas encore dite. J'ai fermé doucement le carnet et je me suis levé. La feuille sur mes genoux a glissé sur le bureau, reposant à côté de la lettre inachevée de Richard. La lumière dorée, l'air de pain, le poids de la clé dans ma poche. Tout m'enveloppait comme une promesse, et j'ai su avec une certitude tranquille que le chemin à venir se déroulait déjà. Le matin après avoir découvert les plans de Richard, Ridgeview Villa était enveloppé d'un doux manteau de brume. Les montagnes semblaient plus douces, comme si elles offraient un espace de réflexion. Je suis sorti sur le porche, les planches de bois fraîches sous mes pieds, et j'ai trouvé Thomas assis à l'autre bout de la large véranda. Il avait déjà préparé une théière de thé à la menthe. Le léger parfum d'herbe flottait dans l'air, se mêlant à la brise fraîche de la montagne. Un petit nuage de vapeur s'élevait de 2 tasses qu'il avait placées sur la table entre nous. Je me suis dit que tu en aurais besoin aujourd'hui, dit-il tranquillement. Je me suis assise en face de lui, serrant mon écharpe couleur vin autour de mes épaules. La chaleur de la tasse s'est lentement infiltrée dans mes paumes. Je n'ai pas parlé au début. Lui non plus. Le silence semblait naturel, respectueux, comme la pause entre deux vérités. Finalement, j'ai levé les yeux vers lui. J'ai trouvé les documents dans le bureau, ai-je dit. Les plans, les comptes, tout. Thomas a hoché la tête. Je m'en doutais. La brise a balayé le porche, emportant le son d'une légère chanson country provenant de la radio du salon. C'était l'une des chansons que Richard et moi fredonnions ensemble. Le son ressemblait à un souvenir qui tapotait doucement à mon épaule. J'ai pris une lente inspiration. Thomas, j'ai besoin de comprendre ce qu'il préparait. Il s'est adossé à sa chaise, croisant les mains sur un genou. Richard et moi avons commencé Silver Aspen Retreat il y a presque 15 ans, dit-il. À l'époque où vous parliez tous les deux de créer un endroit où les familles pourraient se reconnecter, un endroit où les gens pourraient respirer. J'ai hoché la tête lentement. Nous en rêvions. Je n'ai jamais pensé qu'il continuait à y travailler. Oh, si, répondit Thomas. Bien après que tu aies pensé que le projet était abandonné. La vapeur s'élevait entre nous, s'enroulant délicatement dans l'air frais du matin. Quand il est tombé malade, continua Thomas, il a commencé à déplacer les choses discrètement. Des actions, des comptes, des bénéfices. Il ne voulait pas que Michael, ton fils, soit pris au milieu.
Pas avec ta belle-fille et sa mère qui influençaient une si grande partie de sa vie. Richard craignait que si certaines personnes savaient combien étaient liées à Silver Aspen, elles essaieraient de te contrôler à travers ça. Ma poitrine s'est serrée. Il pensait que je serais une cible. Il le savait, dit doucement Thomas. Il craignait que quelqu'un ne confonde ta gentillesse avec de la faiblesse. Mes doigts se sont légèrement crispés autour de la tasse. Les mots coupaient plus profondément que je ne l'attendais. Non pas parce qu'ils blessaient, mais parce qu'ils étaient vrais. Toute ma vie, ai-je murmuré, en regardant la brume qui s'élevait du lac en contrebas. J'ai pensé qu'être silencieuse était paisible. Il s'avère que c'était coûteux. Thomas m'a regardé avec une expression qui tenait plus de la compréhension que de la pitié. Richard ne t'a pas caché de la richesse, dit-il. Il l'a caché à quiconque essaierait de l'utiliser contre toi. J'ai dégluti difficilement. Pourquoi ne m'a-t-il pas tout dit? Thomas a hésité, puis a soupiré. Il y a eu un moment où nous étions en désaccord sur la manière de gérer un accord avec un gros investisseur. Ça s'est transformé en une vraie dispute. Nous ne nous sommes pas parlé pendant presque 1 an. J'ai cligné des yeux. Je ne savais pas, il a secoué la tête doucement. Richard ne voulait pas que tu t'inquiètes. Il t'a toujours protégé des aspects désordonnés des affaires. Que s'est-il passé après la dispute, ai-je demandé. Il est revenu, dit doucement Thomas. Il s'est excusé. M'a dit qu'il avait réalisé quelque chose d'important. Que la pression familiale avait changé la façon dont les décisions étaient prises autour de lui, qu'il avait besoin de créer de la distance avant de pouvoir finir ce qui comptait le plus. Mon souffle s'est bloqué. Il parlait de nous. Thomas a hoché la tête. Il ne voulait pas que tu sois entraîné dans cette pression. Il m'a dit que si la dynamique familiale changeait trop vite, trop durement, tu aurais besoin d'un endroit qui te rappelle qui tu es, pas qui ils attendaient que tu sois. J'ai pressé une main sur ma poitrine, sentant le pendentif froid en feuilles d'érable reposer contre ma peau. Tout se mettait en place. Chaque détail caché, chaque décision silencieuse que Richard avait prise en coulisses. Il avait vu les fractures bien avant qu'elles ne m'atteignent. Et la villa, ai-je murmuré. Pourquoi me la donner maintenant? Thomas a regardé le lac, puis est revenu vers moi. Parce que Richard a rendu une chose très claire. Tu devais tout recevoir. La villa, les comptes, les droits. Seulement quand tu en aurais vraiment besoin. Pas un jour plus tôt, pas un jour plus tard. Un léger tremblement m'a parcouru. C'était un mélange de compréhension, de deuil et de gratitude. C'est donc pour ça que le timing semble si, ai-je commencé. Point parfaitement aligné, a terminé Thomas. Ce n'est pas une coïncidence. C'est délibéré. J'ai baissé les yeux sur mes mains, la vapeur de montée s'élevant, tourbillonnant autour d'elle comme des fils de mémoire. Richard avait préparé tout cela, non pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il savait que je ne demanderais jamais d'aide avant d'être au bord de la rupture. Il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. La réalisation s'est installée dans ma poitrine comme une pierre chaude. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La légère chanson country flottait à travers la porte ouverte, apportant une touche de chaleur dans la matinée. Finalement, j'ai murmuré, il voyait plus loin que je ne le réalisais. Thomas a hoché la tête. Il l'a toujours fait. Avant que je puisse parler à nouveau, mon téléphone, oublié dans la poche de mon manteau, a commencé à vibrer 1 fois, 2 fois, puis continuellement. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé avec un flot de notifications manquées. 27 appels manqués, tous de Michael, mon fils. J'ai senti mon souffle se figer dans l'air froid. Je me tenais devant Ridgeview Villa alors que la neige commençait à tomber en flocons doux et paresseux. Les montagnes derrière moi s'élevaient dans les nuages, les poutres en cèdre de la villa brillant chaleureusement sous les lumières du porche. J'ai enroulé mon écharpe couleur vin serrée autour de mon cou, j'ai levé mon téléphone et j'ai pris une seule photo. Pas de pause, pas d'angle, juste moi debout devant l'endroit que mon défunt mari avait laissé pour m'aider à respirer à nouveau. J'ai regardé la photo un instant. J'y paraissais petite, mais pas fragile, plutôt comme quelqu'un qui redécouvre sa propre forme. J'ai tapé une légende qui semblait vraie et rien de plus. Reconnaissante pour les nouveaux départs. Je n'ai tagué personne. Je ne l'ai pas envoyé à la famille. Je l'ai simplement posté sur ma page et j'ai remis le téléphone dans la poche de mon manteau. Je n'attendais rien de cela. Pas d'attention, pas de questions, pas de bruit,
juste une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé. Mais le monde, surtout le monde que je venais de quitter, avait une façon de s'enflammer. En quelques minutes, ma cousine Evelyne, la même qui avait remis en question mon absence au dîner de Thanksgiving, a vu la photo. Elle l'a partagée sur sa page Facebook avec une légende qui a résonné à travers Denver comme une cloche. Le nouvel endroit de Sandra. Absolument magnifique. L'onde s'est propagée instantanément. Un cousin l'a partagé, puis un autre, puis un autre. 10 partages dans la première heure, 30 commentaires. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années s'émerveillaient de la maison, des montagnes, de l'idée que j'étais tranquillement entré dans une nouvelle vie. De retour à Denver, dans la salle à manger chaleureuse, encore lourde de la tension de la veille, Patricia, la mère de ma belle-fille Rachel, parcourait son téléphone quand la photo est apparue. Sa mâchoire est tombée. Elle a acheté ça. Le choc dans sa voix a tranché la pièce. Quelques parents ont tourné la tête. Rachel a arraché le téléphone des mains de sa mère. Elle a fixé la photo, son visage perdant toute couleur, puis rougissant vivement. Elle poste ça pour m'humilier, a-t-elle lancé, sa voix craquant de quelque chose entre la colère et la peur. Michael, mon fils, se tenait près de la fenêtre, se frottant le front, encore secoué par la vidéo qu'il avait vue plus tôt, celle de sa femme et de sa belle-mère parlant mal de moi. Il avait déjà essayé de m'appeler plus de fois qu'il ne pouvait en compter. La voix de Rachel s'est élevée à nouveau. Elle fait ça exprès. Regardez cette légende. Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Mais quelqu'un d'autre dans la pièce avait déjà commenté ma publication publiquement. Une parente plus âgée, une qui se souvenait des années où j'avais tenu cette famille unie avec des mains douces. Elle méritait quelque chose de beau après toutes ces années. Le commentaire a frappé comme une pierre jetée dans une eau calme. Plus d'ondes, plus de chuchotements. Et puis, comme si le destin voulait que tout s'effiloche d'un coup, une femme, une invitée que Rachel connaissait à peine, quelqu'un qu'elle avait invité pour paraître populaire, s'est approché lentement de Rachel. « Je pense que tu devrais voir ça. » Elle a tendu son téléphone à Rachel. Sur l'écran se trouvait la vidéo, le même clip de Rachel et Patricia parlant mal de moi. Celui qui avait circulé discrètement parmi les parents et qui avait maintenant fuité entre des mains extérieures à la famille. Le visage de Rachel est devenu pâle. Qui a envoyé ça? La femme a hésité. Quelqu'un l'a transféré dans un autre groupe. Les gens parlent. Pas moi, pas Evelyne. Pas quelqu'un de proche de moi. Juste la propagation naturelle de la vérité, plus rapide et plus forte que toute défense que Rachel pourrait monter. Patricia a attrapé le bras de sa fille. Sa voix tremblait. Si Michael voit cette vidéo, Rachel, nous sommes toutes les deux finies. Mais il était trop tard. De l'autre côté de la pièce, le téléphone de Michael a vibré, puis a vibré à nouveau, puis encore. Quelqu'un lui avait transféré la vidéo directement, quelqu'un d'extérieur à la famille, quelqu'un qui n'avait rien à gagner à le protéger. Il l'a ouverte. Il a vu le visage de sa femme. Il a entendu la voix de sa belle-mère. Il a regardé les rires qui n'étaient pas gentils. Son souffle s'est arrêté. Sa main s'est resserrée sur le téléphone. Sans un mot, il est sorti de la maison dans la soirée froide de Denver. La neige avait commencé à tomber là-bas aussi, bien que plus légère qu'à Aspen. Il a composé mon numéro à nouveau. 46e appel, 47e, 48e. Toujours pas de réponse. Je n'en ai entendu aucun. Non pas que je ne m'en souciais pas, mais parce que j'avais posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine à Ridgeview Villa, l'écran tourné vers le bas, le silence épais autour de lui. Dans la voiture, Michael a pressé le téléphone contre son oreille une dernière fois. « Maman, s'il te plaît, dis-moi juste où tu es. » Pas de réponse. Il a dégluti difficilement, le cœur battant. Puis il a attrapé ses clés dans la fente d'allumage, s'est jeté sur le siège du conducteur et a démarré le moteur avec des mains tremblantes. Il en avait fini de deviner, de défendre, de prétendre. Les phares ont percé la neige. Les pneus ont légèrement patiné sur le trottoir glacé. Il s'est tourné vers l'autoroute qui menait aux montagnes. Vers moi. La neige frappait le pare-brise en traînées épaisses et frénétiques alors que Michael fonçait vers le nord en sortant de Denver. La tempête était arrivée tôt, engloutissant l'autoroute sous des rideaux de blanc. En temps normal, le trajet jusqu'à Aspen Eaglands prendrait 3 heures et demie. Ce soir, avec le vent hurlant sur l'asphalte comme un avertissement,
cela prendrait 5, peut-être 6 heures. Mais il n'a pas ralenti. Il ne le pouvait pas. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures sont devenues pâles sous la lueur des lumières du tableau de bord. Les phares poussaient désespérément à travers l'obscurité tourbillonnante, traçant un chemin étroit et tremblant. Toutes les quelques minutes, les pneus glissaient sur des plaques de verglas, faisant déraper la voiture de côté avant de reprendre de l'adhérence. Michael n'a pas remarqué la sueur froide dans son cou. Il n'a pas remarqué la douleur dans ses doigts. La seule chose qu'il pouvait sentir était les battements dans sa poitrine. Un mélange de peur, de regret et de cette sorte de clarté qui arrive trop tard. Son téléphone était posé dans le porte-gobelet. 48 appels, tous sans réponse. « Où es-tu, maman » a-t-il murmuré dans la voiture vide. Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, décroche, s'il te plaît. » Mais la seule réponse était la tempête. Plus il conduisait, plus ses pensées s'effilochaient, non pas en longs souvenirs étirés, mais en flashs vifs et rapides, du genre qui frappe comme de l'air froid au visage. Flash. Ma mère, debout seule au bout de la table de Thanksgiving de l'année dernière, tenant une assiette que personne n'avait demandée. Flash. Ma mère, reculant dans le couloir quand Rachel s'est plainte du bruit dans le salon. Flash. Rachel, riant légèrement, disant « Ta mère est facilement dépassée ». Comme si c'était un fait, comme si c'était inoffensif, comme si ce n'était pas une lame. Flash. Moi, restant silencieux, toujours silencieux, laissant passer le moment, la laissant rétrécir. Michael a frappé légèrement sa paume contre le volant. Je l'ai laissé rétrécir pendant que je prétendais ne pas voir. La neige a battu le pare-brise plus fort. Le vent a rugi sur le capot, poussant la voiture de côté. Il a corrigé brusquement, le cœur cognant contre ses côtes. Pas encore, a-t-il soufflé, la voix se tendant. Pas cette fois. Son alliance a brillé sous les lumières du tableau de bord alors qu'il stabilisait à nouveau le volant. Un anneau d'argent qui semblait soudain plus lourd que de l'acier. Ce n'était pas l'anneau lui-même. C'était ce qu'il représentait ce soir. La pression qu'il avait permise, le silence qu'il avait choisi, le poids d'une loyauté accordée au mauvais endroit au mauvais moment. La tempête s'est intensifiée. La visibilité est tombée à presque rien. Les lignes peintes sur la route ont disparu, mais le pied de Michael est resté ferme sur l'accélérateur. Il s'est penché en avant, plissant les yeux, désespéré de voir à travers le flou. Pour rester éveillé, il a de nouveau attrapé son téléphone. Son pouce tremblait en faisant défiler. Il a appuyé sur la vidéo, celle qui lui avait noué l'estomac. Il l'a regardée à nouveau, même s'il pouvait à peine respirer lors du premier visionnage. Il y avait Rachel, ma belle-fille, son sourire trop éclatant, trop répété. Il y avait Patricia, sa mère, un verre de vin à la main, et puis les mots cruels. Mais cette fois, il a remarqué quelque chose qu'il avait manqué lors du choc initial, quelque chose qui a rendu la trahison plus vive, plus profonde. Rachel ne se contentait pas de m'insulter. Elle m'utilisait. Il le voyait maintenant. La façon dont elle se positionnait dans la conversation, s'appuyant sur le récit que me peindre comme fragile la faisait paraître forte, capable, indispensable devant les parents. Cela l'a frappé comme un coup à la poitrine. Il avait épousé quelqu'un qui se construisait en diminuant quelqu'un d'autre, sa propre mère. Il a resserré sa prise sur le téléphone jusqu'à ce qu'il tremble. La voiture a légèrement dérapé alors qu'une autre rafale la frappait. Michael a forcé ses yeux à revenir sur la route. Des larmes ont brouillé les bords des phares. Il les a chassées en clignant des yeux, mais d'autres sont venues, plus chaudes, plus rapides. La tempête dehors hurlait. À l'intérieur de la voiture, une autre tempête faisait rage. Culpabilité, clarté, chagrin, amour. Pour la première fois depuis qu'il était enfant, Michael a pleuré en conduisant. Pas de petites larmes, pas du genre silencieux. C'étaient celles qui venaient du plus profond de lui, d'un endroit qu'il avait ignoré pendant trop d'années. Chaque kilomètre ressemblait à une confession. Chaque larme ressemblait à quelque chose qui se libérait. La route a tourné brusquement. Il a ralenti, respirant fort, essuyant son visage avec le dos de sa manche. « Maman, j'arrive » a-t-il murmuré, la voix rauque. « J'arrive. Je te le promets. » Il a de nouveau appuyé sur l'accélérateur. Le moteur a gémi. La neige s'est épaissie. Un panneau est apparu sur le côté droit de la route, couvert de glace.
Il s'est penché en avant, essayant de le lire à travers la tempête. Les mots ont émergé lentement à travers le tourbillon de blanc. Aspen Eaglands, 18 miles. Il a inspiré en tremblant, a redressé sa posture et a agrippé le volant avec une détermination renouvelée. 18 miles. 18 miles pour me trouver. 18 miles pour enfin prendre ses responsabilités. Et il a foncé dans la tempête. L'aube s'est levée lentement sur Aspen Eaglands, ce genre de lumière lente et pâle qui rampe sur les cimes des pins avant de toucher le sol. La tempête de neige s'était adoucie en un silence glacial et tranquille. Ridgeview Villa se dressait, immobile et solennel contre le paysage blanc, ses fenêtres captant le premier scintillement d'or du soleil levant. J'étais réveillé depuis des heures, assise dans la cuisine avec une tasse de thé chaud. Quelque chose en moi s'était agité pendant la nuit. Pas de l'anxiété, pas de l'inquiétude, mais un sentiment d'inévitabilité. Le sentiment que la tempête extérieure n'était pas la seule tempête qui se dirigeait vers moi. Puis je l'ai entendu, le faible crissement de pneus sur l'allée enneigée. Lent, lourd, comme quelqu'un qui s'est battu toute la nuit juste pour atteindre cet endroit. Je me suis levé de la table, ma main a frôlé mon écharpe couleur vin drapée sur la chaise. Je l'ai prise, l'enroulant autour de mes épaules avec une douceur délibérée. La maison silencieuse retenait son souffle. Quand je me suis approché de la porte d'entrée, je me suis arrêté. Quelque chose en moi m'a dit, attends. Pas par dépit, pas pour punir, mais parce que même l'amour a besoin de limites. Même le pardon a besoin d'un moment d'immobilité. Alors, je suis resté derrière la porte pendant 10 secondes complètes, laissant le poids de tout s'installer, le laissant sentir le silence qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Puis je l'ai ouverte. Michael, mon fils, se tenait sur le seuil, son souffle s'élevant en bouffées chaudes contre l'air glacial. La neige s'accrochait à son manteau et à ses cheveux, fondant en gouttelettes qui coulaient sur son visage. Ses yeux étaient rouges. Pas à cause du froid, à cause de tout le reste. Maman, a-t-il murmuré, la voix brisée. Pendant un instant, il est resté simplement là, la poitrine haletante, les yeux scrutant les miens comme pour vérifier si j'étais réel, si j'étais encore là, s'il était trop tard. Puis il est tombé en avant, pas sur le sol, pas dans le désespoir, mais en moi. Il a enroulé ses bras autour de moi avec une force qui m'a coupé le souffle. Pas violent, pas frénétique, juste plein. Un fils s'effondrant dans la vérité qu'il avait évitée pendant trop longtemps. Maman, a-t-il étouffé, enfouissant son visage près de mon épaule. J'ai eu tort. J'étais aveugle. Ses larmes ont trempé la laine de mon écharpe. Son corps tremblait contre le mien comme s'il laissait échapper des années de culpabilité en une seule expiration tremblante. Je n'ai pas parlé, pas immédiatement. J'ai posé mes mains sur son dos, hésitante au début. Puis après quelques secondes, après m'être permis de sentir sa sincérité, je l'ai serré contre moi, enroulant mes bras autour de lui comme je le faisais quand il était petit et qu'il rentrait de l'école en pleurant. Le soleil s'est levé plus haut, glissant sur mon épaule et jetant une lueur chaude sur la neige derrière nous. L'air était glacial, mais notre souffle formait un petit nuage de chaleur entre nous, une bulle fragile contre le froid. Quand il s'est finalement reculé, son visage était strié de larmes, ses lèvres tremblaient. Il a essayé de parler, a échoué, puis a réessayé. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Je suis tellement, tellement désolé. Je n'ai pas vu ce qui se passait. Je ne voulais pas le voir. Et je t'ai laissé. Je t'ai laissé seul. » J'ai tenu son visage doucement entre mes paumes, sentant la même structure osseuse à laquelle j'avais donné 1000 baisers de bonne nuit dans son enfance. « Qu'est-ce qui t'a amené ici, Michael ?» ai-je demandé doucement. « L'amour ou la peur ?» Il a dégluti difficilement. « Les deux, dit-il, mais surtout le regret. » L'honnêteté a frappé l'air entre nous comme une haleine chaude sur une vitre froide. Immédiate, visible, réelle. Derrière nous, le paysage enneigé restait stable. Au-dessus de nous, la lumière du soleil matinal peignait le ciel de teinte douce. Autour de nous, Ridgeview Villa semblait se pencher comme pour écouter. Et quelque part près de la lisière des arbres, une silhouette silencieuse observait. Thomas. Il était sorti de son camion dès qu'il avait vu la voiture de Michael. Mais quand il a été témoin de l'effondrement à la porte, de l'abandon, de la confession, de la guérison, il s'est arrêté. Puis il a fait un pas en arrière lent, puis un autre. Il s'est glissé derrière le coin de la maison, nous laissant de l'espace. Il n'a pas fait intrusion. Il n'a pas interrompu.
Il savait que ce moment n'était pas le sien. Il savait que c'était une affaire de famille. Meurtrie, réparée, redécouverte. La gratitude pour sa retenue a touché quelque chose de profond en moi. Pas romantique, pas confus, juste respectueux. Un homme qui comprenait les limites sans qu'on le lui dise. Je me suis retourné vers Michael, essuyant une larme de sa joue. « Tu es venu » ai-je murmuré. « C'est ce qui compte. » Il a expiré, tremblant, soulagé. « Je ferai mieux, maman. Je te protégerai cette fois. Je ne laisserai plus personne te mettre de côté. Je le jure. » Mais avant qu'il puisse finir, un autre son a percé le silence du matin. Bas, lent, des pneus sur la neige. Une deuxième voiture est entrée dans l'allée. Deux silhouettes à l'intérieur. L'une tendue, l'autre raide de terreur. Michael s'est raidi, reconnaissant instantanément le véhicule. Rachel, ma belle-fille, et Patricia, sa mère. Leur voiture s'est arrêtée derrière celle de Michael. La tempête à l'intérieur de la villa n'était pas terminée. Elle l'avait suivi jusqu'ici. Le moteur de la deuxième voiture s'est arrêté, ne laissant que le sifflement du métal qui refroidit et le crissement de la neige sous des pas pressés. Michael s'est raidi à côté de moi, essuyant les derniers restes de larmes de son visage. Je suis resté immobile, ma main reposant brièvement sur son bras, un rappel silencieux que nous ne reculions pas aujourd'hui. La portière passager s'est ouverte en premier. Patricia, la mère de ma belle-fille Rachel, est sortie avec la posture raide de quelqu'un déterminé à paraître calme. Son manteau bordé de fourrure brillait, son sac à main était parfaitement en place, son parfum se sentait vivement même à travers l'air froid, mais ses mains tremblaient en fermant la portière. Puis Rachel est sortie. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés de larmes ou d'insomnie. Peut-être les deux. Elle a presque couru vers Michael, ses bottes glissant dans la neige. « Michael » a-t-elle crié en attrapant son bras. « Tu n'étais pas à la maison. » J'ai paniqué. Tu ne répondais à aucun de mes appels. Je ne savais pas où tu étais. Sa voix s'est brisée d'une manière qui n'était pas théâtrale. Pour la première fois depuis longtemps, sa peur était réelle. Pas pour les apparences, mais pour les conséquences. Michael a reculé juste assez pour se défaire de sa prise. Il ne l'a pas repoussé, mais il ne s'est pas non plus accroché. Ce silence en disait plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Patricia s'est approchée plus lentement, le menton levé, essayant de maintenir sa dignité, bien que ses doigts se crispent autour de la sangle de son sac. Ses yeux ont balayé la villa, son souffle s'est coupé. « C'est à vous » a-t-elle demandé d'une voix qu'elle essayait de stabiliser. Elle faisait déjà le calcul, le genre qu'on fait quand tout son récit est sur le point de s'effondrer. Je ne lui ai pas répondu. Mon attention s'est portée sur la jeune femme debout devant mon fils, sa femme, ma belle-fille, quelqu'un que j'avais autrefois espéré faire partie de la famille. J'ai gardé ma voix calme. « Pourquoi es-tu ici, Rachel ?» Rachel a cligné des yeux rapidement, surprise par mon ton. Ni conflictuel, ni émotif, juste stable. « Tu as fait une publication, dit-elle d'une voix tremblante. Cette photo m'a fait paraître. Elle a fait penser à tout le monde. Tu m'as embarrassé. » J'ai soutenu son regard, insensible au tourbillon de drame dans lequel elle se noyait. J'ai posté une photo d'un matin enneigé, ai-je dit tranquillement. Si la vérité t'a embarrassé, cette vérité n'était pas la mienne. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, comme si la phrase lui avait tendu un miroir auquel elle n'était pas préparée. Derrière elle, Patricia a expiré brusquement. Elle déforme les choses, Rachel. Tu sais comment elle. Mais le vent a choisi ce moment pour souffler une fine couche de neige du toit, la dispersant sur le porche comme des morceaux de vérité froide. Dans l'embrasure de la porte, le carnet que Richard avait laissé, le carnet de mon défunt mari, était posé sur la table d'entrée. Le bord de sa couverture en cuir usé était juste visible. Les yeux de Michael se sont brièvement tournés vers lui. Puis il a parlé, la voix basse, contrôlée. « Maman ne t'a pas embarrassé, dit-il. Tes propres mots l'ont fait. » Rachel s'est raidie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Michael a fouillé dans sa poche et a sorti son téléphone. Il n'a pas joué la vidéo. Il n'en avait pas besoin. Son expression disait tout. « Je l'ai vu » a-t-il murmuré. « Tout ce que toi et ta mère avez dit sur elle. Sur ma mère. » Le visage de Rachel a perdu toute couleur. « Michael,
je ne le pensais pas. Ce n'était pas censé. Et puis, avant qu'elle ne puisse finir, Patricia est intervenue, sa voix vive de panique plutôt que d'élégance. Elle a toujours eu peur que Sandra la remplace depuis le jour où tu nous as montré sa photo lors de votre premier rendez-vous. Les mots sont restés suspendus dans l'air glacial. Même la neige semblait s'arrêter de tomber. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Ses mains se sont portées à sa bouche. Sa mère s'est figée, réalisant trop tard qu'elle avait révélé quelque chose enfoui depuis près de 20 ans. Michael a fixé sa femme. Quelle photo? La voix de Rachel tremblait. C'était il y a longtemps, avant même que nous soyons sérieux. Tu m'as montré une photo de ta mère. Tu as dit qu'elle était la femme la plus forte que tu connaissais. Mon souffle s'est coupé, non pas à cause du compliment, mais à cause de la peur que cela avait planté en elle. La peur qui avait façonné chaque commentaire froid, chaque moment de contrôle, chaque petite tentative de me mettre de côté. Sa voix s'est brisée. Je pensais que je devais être à la hauteur de ça, ou l'éclipser, ou te faire me choisir. Le vent a fait bruisser les arbres, dispersant la neige sur les marches. Pas de cris, pas de chaos, juste la vérité, brute et inévitable. Je me suis approché, mais pas trop près, et j'ai laissé mes mots être doux mais sans équivoque. Tout ce temps, ai-je dit, tu ne te battais pas contre moi. Tu te battais contre ta propre ombre. Rachel a couvert son visage de ses mains, les épaules tremblantes, les larmes coulant entre ses doigts. Ce n'était pas de la manipulation. Ce n'était pas une performance. C'était une femme qui voyait enfin le coup de sa peur. Michael a passé une main dans ses cheveux, la voix épaisse. Et je l'ai laissé se battre seul. Son aveu a coupé plus profondément que n'importe quelle accusation. Il a déplacé le sol sous nos pieds, non pas dans la colère, mais dans la vérité. J'ai inspiré lentement. L'écharpe autour de mes épaules a bougé avec la brise. La même écharpe que j'avais portée à travers tant d'humiliations silencieuses. Mais aujourd'hui, elle me semblait différente, comme une armure. J'ai regardé entre eux. Mon fils, sa femme, la belle-mère qui l'a façonné, et j'ai senti le moment se cristalliser. Je n'ouvrirai pas ma maison, ai-je dit doucement, ni mon cœur, à quiconque confond ma gentillesse avec de la faiblesse. Les mots n'avaient pas besoin de force. Ils n'avaient pas besoin de volume. Ils portaient leur propre poids. Le poids d'années de dignité, de courage silencieux redécouvert. Rachel s'est effondrée. Pas de manière dramatique, pas pour attirer l'attention. Ses épaules tremblaient, son souffle se coupait, des larmes coulaient sur ses joues, le genre qui ne venait pas seulement de la culpabilité, mais de la reconnaissance. Patricia a détourné le regard. La première fois de la matinée que sa confiance s'est complètement fracturée. Elle a agrippé son sac à main comme un bouclier, mais n'a rien dit. Puis une voix est venue de derrière nous, calme et stable comme des pierres de rivière. Thomas. Il était sorti du coin de la maison, assez loin pour être vu, assez proche pour rassurer. Une maison, dit-il doucement, est guérie par les cœurs qui s'y trouvent. Pas par le pouvoir, pas par la peur, par des cœurs prêts à changer. Les mots se sont posés comme de l'air chaud dans le matin froid. J'ai regardé à nouveau la table d'entrée à l'intérieur de la villa. Le carnet de Richard attendait là, ouvert à toutes les vérités qu'il avait laissées derrière lui. Une page encore non lue. Une page que j'avais évitée jusqu'à présent. Mon voyage n'était pas terminé. La vérité non plus. À l'intérieur de Ridgeview Villa, l'air semblait plus chaud que le matin dehors, mais lourd de tout ce qui venait de se dérouler sur le seuil. Michael se tenait près de la fenêtre, s'essuyant le visage. Rachel et Patricia s'attardaient près de l'entrée, silencieuses pour la première fois depuis leur arrivée. Je suis passé devant eux sans un mot. Mes pieds se sont déplacés lentement sur le plancher en bois vers la table d'entrée où le carnet en cuir attendait. Le carnet que mon défunt mari Richard avait rempli d'une vie de plans silencieux. J'en avais déjà lu une grande partie. Des notes d'affaires, des croquis de famille, des menus qu'il voulait que nous essayions pour de futures fêtes. Mais il y avait une page que j'avais évitée depuis le matin. Une page qui semblait trop finale, trop lourde, trop proche d'une vérité que je n'étais pas prête à toucher. Le moment était venu. La tempête dehors et la tempête à l'intérieur s'étaient suffisamment calmées pour que je puisse y faire face. J'ai tiré la chaise de sous le petit bureau près de la fenêtre. Les premiers rayons de soleil s'étiraient sur le sol, dorant la couverture en cuir usé du carnet d'un ambre doux. Avec des mains lentes et délibérées, je l'ai ouvert.
Les pages sentaient légèrement le cèdre et la vieille encre. Certains coins étaient pliés. Certains mots étaient tachés par ses mains fatiguées. Richard avait écrit la plupart de cela alors que sa santé déclinait déjà. Je pouvais le voir dans la façon dont les lettres vacillaient, comme si chaque trait nécessitait plus de force qu'il n'en avait. J'ai tourné les pages doucement jusqu'à atteindre la dernière. La page que j'avais passée plus tôt, la page qui avait attendu patiemment son moment. Elle était presque vierge, à l'exception d'une seule ligne écrite de sa main familière et soignée. Si un jour elle perd sa place à table, qu'elle construise une table plus grande. Sous la phrase se trouvait un croquis au crayon, faible mais reconnaissable, une longue table à manger en noyer avec assez de sièges pour une famille complète, bruyante et aimante. Son rêve, notre rêve inachevé. Mes doigts ont tremblé en traçant le contour de la table. J'ai reconnu la façon dont il dessinait les chaises, légèrement inclinées, accueillantes plutôt que rigides. J'ai reconnu les traits familiers qu'il utilisait pour façonner le grain du bois. Chaque détail murmurait sa voix, son espoir, sa foi que même dans la perte, je me relèverais. Un léger bruissement sec m'a fait faire une pause. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la vieille feuille d'érable, celle qu'il avait pressée dans les premières pages des années auparavant, maintenant détachée et reposant contre le dernier croquis. Ses bords s'étaient recourbés avec l'âge, les veines ambrées délicates comme des fils de mémoire. Je l'ai touchée doucement. Elle s'est légèrement effritée sous mon pouce. Un souffle s'est bloqué dans ma poitrine, non pas de douleur, plus maintenant, mais de la reconnaissance écrasante que Richard avait vu tout cela bien avant moi. Derrière moi, une présence douce est entrée dans l'embrasure de la porte. Thomas. Il ne s'est pas approché, n'a pas parlé. Il est resté là tranquillement, me donnant de l'espace comme seul quelqu'un qui comprend vraiment le deuil sait le faire. L'écharpe autour de mes épaules, couleur vin, chaude, familière, a légèrement glissé alors que je me penchais en avant. Je l'ai ajustée, la laissant tomber doucement dans mon dos comme une main réconfortante. Ma voix s'est élevée dans la pièce silencieuse, à peine plus aucun murmure. Il savait, ai-je murmuré, bien avant moi. Il savait la tempête qui viendrait. Thomas n'a pas répondu, mais j'ai senti la façon dont il a légèrement incliné la tête, honorant la vérité de ce moment. J'ai regardé à nouveau la page. L'écriture de Richard vacillait près de la fin de la phrase, sa force s'estompant alors qu'il écrivait. Sous le croquis, il avait ajouté une autre note. Petite, presque cachée, comme s'il voulait qu'elle soit découverte plutôt qu'annoncée. La gentillesse doit avoir sa propre maison. Une larme a coulé sur ma joue. Puis une autre. Les premières larmes que j'avais versées depuis le début de ce voyage. Non pas à cause de l'humiliation, non pas à cause de la solitude, mais parce que je me sentais vu, vraiment, profondément vu par l'homme qui m'avait aimé avec soin, en silence, complètement. Les larmes ne sont pas tombées comme du deuil. Elles sont tombées comme une libération, comme de la gratitude, comme la reconnaissance de chaque sacrifice silencieux qu'il avait fait pour protéger les parties de moi que je ne savais pas avoir besoin de protection. J'ai fermé doucement le carnet, laissant la feuille d'érable reposer en sécurité à l'intérieur. Mes mains se sont attardées sur la couverture, un doux adieu au poids que j'avais porté sans le savoir. Puis je me suis levé de la chaise, la colonne vertébrale redressée, la respiration approfondie. Je n'étais pas la même femme qui était arrivée ici il y a quelques jours, tremblante de rejet et de douleur. Je me tenais plus droite maintenant, non pas par colère, non pas par vengeance, mais parce que Richard m'avait laissé un plan pour la dignité. Je me suis tourné vers l'embrasure de la porte. Thomas s'est écarté, tranquillement respectueux. Michael m'a regardé avec des yeux encore gonflés, mais ouverts, enfin ouverts. Rachel se tenait derrière lui, serrant son manteau, incertaine mais à l'écoute. Patricia est restée au fond, silencieuse pour une fois. Je les ai tous regardés, mais j'ai surtout parlé à moi-même. Ce ne sera pas cette année. Pas encore. La guérison a besoin de temps et d'espace. Mais l'année prochaine serait différente. J'honorerai le croquis de Richard. Je construirai la table dont il rêvait. Celle assez large pour la dignité, pour les limites, pour la famille choisie, pour le genre de Thanksgiving qui venait de la vérité, pas de l'obligation. J'ai levé le menton, j'ai fermé le carnet avec un bruit sourd et doux, et j'ai laissé le moment s'installer autour de nous comme de l'air chaud en hiver. Le salon de Ridgeview Villa brillait d'une douce chaleur dorée alors que la lumière du soleil de fin d'après-midi se répandait sur les planchers. La neige dehors réfléchissait la lumière à l'intérieur, donnant à tout l'espace une luminosité douce et constante. Le genre de lumière qui n'aveugle pas, mais révèle.
J'ai mis un disque de jazz tranquille, laissant le faible bourdonnement d'un saxophone flotter dans la pièce. Non pas pour adoucir la tension, mais pour nous rappeler à tous que les conversations pouvaient être calmes, stables et honnêtes sans être cruelles. Je me suis installé sur le canapé, enroulant mon écharpe couleur vin sur mes genoux. Michael et Rachel étaient assis en face de moi. Michael, droit, les épaules carrées de détermination et de culpabilité. Rachel, petite et repliée sur elle-même, les mains étroitement jointes, les yeux gonflés de tout ce qui s'était déroulé dehors. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Nous avons simplement respiré dans la même pièce, quelque chose qui ne s'était pas produit sans tension depuis des années. Finalement, j'ai levé mon regard vers eux deux. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit tranquillement. Je demande du respect à partir de maintenant. Les mots n'ont pas résonné. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont atterri doucement, mais avec le poids d'une vérité méritée, non exigée. Rachel a dégluti. Ses doigts ont tordu l'ourlet de sa manche alors qu'elle fixait le tapis. Quand elle a finalement levé le visage, sa voix était à peine plus haute qu'un murmure. Je ne savais pas comment partager Michael, dit-elle. Je pensais que je devais t'éclipser pour le garder. Sa confession est restée suspendue dans l'air chaud, brut, vulnérable et étonnamment honnête. Michael l'a regardé, peiné. Rachel. Mais elle a secoué doucement la tête. C'est la vérité. J'ai été élevé comme ça. Ses yeux se sont tournés vers le couloir où sa mère, Patricia, s'attardait hors de vue. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'une belle-mère est la première menace pour un mariage, que je devais protéger ce qui était à moi, même avant que quoi que ce soit n'aille mal. Ce n'était pas une excuse. C'était une blessure façonnée bien avant qu'elle n'épouse mon fils, une blessure moulée par des chuchotements, des peurs et de vieilles dynamiques familiales qu'elle n'avait pas les outils pour remettre en question. Je l'ai observée un moment. Non pas la femme qui m'avait exclu, non pas la femme qui m'avait humilié, mais la femme sous tout cela. Celle qui avait vécu avec la peur déguisée en conseil. Rachel, ai-je dit doucement. Je n'ai pas perdu Michael à cause de toi. Elle a cligné des yeux rapidement, confuse. Tu as perdu la paix à cause de ta peur. Son souffle s'est coupé. Une larme a roulé sur sa joue, puis une autre. Michael a laissé tomber sa tête dans ses mains un instant avant de lever son regard vers nous deux. Sa voix s'est légèrement brisée. J'aurais dû me tenir entre vous deux, dit-il. Pas derrière l'une ou l'autre. Il ne blâmait pas Rachel. Il ne me blâmait pas. Il reconnaissait sa part, la part silencieuse, l'absence qui avait permis à tout le reste de croître sans contrôle. J'ai attrapé le petit plateau sur la table d'appoint, celui que Thomas avait posé plus tôt avec une théière de thé à la menthe encore chaude. J'ai versé 3 tasses, la vapeur s'élevant doucement dans l'air. La menthe calmait toujours Richard. La menthe manquerait toujours. J'ai posé une tasse devant Michael, une devant Rachel, et j'en ai gardé une pour moi. Le geste n'était pas le pardon. C'était la présence. C'était le début de quelque chose de plus calme que la réconciliation, mais de plus fort que le ressentiment. Rachel a enroulé ses mains autour de la tasse chaude. Elle a fixé son contenu comme si elle y cherchait de la stabilité. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé, dit-elle. Je ne sais même pas si je le mérite, mais je ne veux plus que la peur dirige ma vie. Je me suis légèrement déplacé sur le canapé, laissant mon écharpe tomber d'un côté. La lumière a attrapé les fils, montrant l'usure et la douceur que seul le temps peut créer. Sans trop réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai posée doucement sur la sienne. Elle s'est figée, puis a inspiré brusquement. Ses yeux se sont à nouveau remplis, mais de quelque chose de plus doux. Pas de panique, pas de honte, mais une sorte de soulagement profond et silencieux. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, pas complètement. Mais c'était la première porte ouverte qu'elle m'avait jamais donnée, et la première que j'avais choisi de franchir volontairement. Michael a regardé nos mains, ses épaules se détendant légèrement pour la première fois de la journée. Le moment a tenu, chaud et stable. Puis j'ai retiré ma main lentement, laissant la connexion s'estomper, mais pas disparaître. Je les ai regardés. Le fils que j'ai élevé, la femme qu'il a choisi, et j'ai laissé la vérité s'installer dans ma voix. Pour l'instant, ai-je dit doucement, suivons des chemins séparés un petit moment. Les sourcils de Rachel se sont levés de confusion. Michael a cligné des yeux. Ce n'est pas de la distance, ai-je continué. C'est de l'espace.
De l'espace pour penser, de l'espace pour grandir, de l'espace pour respirer sans peur ni culpabilité. Le temps guérit quand l'espace est respecté. Leurs expressions se sont adoucies, non pas de bonheur, mais de compréhension. Enfin, la compréhension. Rachel a hoché la tête, s'essuyant la joue. Je peux faire ça, a-t-elle murmuré. J'en ai besoin. Michael a également hoché la tête, respirant lentement. Nous en avons tous les deux besoin. Dehors, la neige avait complètement cessé. La lumière du soleil se déversait sur les arbres en longs rubans pâles, comme si toute la vallée expirait après une longue nuit. À l'intérieur, la chaleur du thé, le jazz constant et le poids doux de mon écharpe m'ont rappelé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Pas le genre bruyant, le genre calme et constant qui construit une fondation. Un an plus tard, le matin de Thanksgiving est arrivé avec un silence doux sur Aspen Highlands. La neige tombait en spirale lente et douce, se posant sur les poutres en cèdre de Ridgeview Villa comme du sucre en poudre. La maison brillait de l'intérieur, chaude, dorée, accueillante, exactement comme Richard l'avait rêvé un jour. Il avait fallu des mois de planification, de croquis et de reconstruction pour donner vie à sa vision. Et maintenant, me tenant au centre de tout cela, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La complétude. La longue table en noyer, celle-là même que Richard avait esquissée sur cette dernière page, s'étendait dans la salle à manger. Son grain riche et sombre scintillait à la lueur des bougies. Des guirlandes de pin couraient sur sa longueur, parsemées d'oranges séchées et de petites grappes de canneberge. Autour d'elle se trouvaient des chaises, anciennes et nouvelles, polies et prêtes pour les personnes qui les rempliraient bientôt. J'ai passé ma main le long du bord lisse de la table, la surface chaude du soleil matinal. Une fierté tranquille a fleuri dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une table. C'était une promesse tenue. Dans la cuisine, une douce mélodie jouait sur la petite radio. Un air country familier que Richard fredonnait en cuisinant. J'ai attrapé l'écharpe tricotée drapée sur le comptoir. Le fil d'un profond couleur vin semblait plus doux que mon ancien, plus épais aussi. J'avais passé des nuits au coin du feu, tissant chaque rangée moi-même. Une petite amélioration, un nouveau départ. Je l'ai enroulé autour de mes épaules, me sentant à la fois protégé et libre. La dinde glacée à l'érable était dans le four, remplissant la villa d'un parfum si chaud qu'il ressemblait à une étreinte. J'ai utilisé la recette manuscrite de Richard, celle qu'il avait perfectionnée pendant 2 décennies, et j'ai murmuré un petit merci à voix basse en arrosant la peau de la glaçure sucrée. Non loin de moi, la porte d'entrée s'est ouverte avec une bouffée d'air froid, suivie de voix familières. Les cousins Caroline et Mitchell, 2 des parents les plus gentils de la famille, sont entrés, les bras chargés de décorations. Leurs joues brillaient d'un rose froid. Tante Sandra, cet endroit ressemble à un décor de film, dit Caroline en accrochant son manteau près de l'entrée. Ça ressemble à de la gratitude, ajouta Mitchell en posant une boîte de bougies. J'ai souri, une chaleur s'épanouissant plus profondément dans ma poitrine. Leur seule présence élevait toute la maison. Nous avons travaillé tous les 3 ensemble, accrochant des guirlandes lumineuses jaunes et chaudes le long des rampes du porche, disposant les assiettes sur la longue table, ajustant les bougies jusqu'à ce que la lueur soit parfaite. Chaque scintillement de lumière ressemblait à une petite bénédiction. Peu de temps après, j'ai entendu des pneus crisser sur l'allée. Le son a fait retenir mon souffle, non pas de peur, mais d'anticipation. Michael a franchi le seuil, portant une Lily endormie sur une hanche et le petit Connor derrière lui, tenant une boîte à biscuits en forme de citrouille. Grand-mère. Connor a couru vers moi, glissant presque sur le tapis, son rire résonnant dans la pièce comme de petites cloches. Je me suis agenouillé pour l'attraper dans mes bras, mon cœur gonflant. Les petites mains de Lily se sont tendues vers moi depuis l'épaule de son père, et j'ai pressé un baiser sur son front, respirant le doux parfum de l'enfance et de la cannelle. Michael a posé sa fille, brossant la neige fondue de son manteau. Ses yeux ont rencontré les miens. Stable, chaleureux, reconnaissant. Maman, dit-il tranquillement. Cet endroit, c'est tout. Nous nous sommes étreints, une étreinte lente et complète, sans urgence, sans excuse, juste de la compréhension. Derrière lui, la pièce s'est éclaircie simplement parce qu'il y était. C'est ce que la famille était censée être. Puis la porte s'est rouverte. Un léger courant d'air est entré. Thomas est entré, tenant un bouquet de fleurs d'hiver, des chrysanthèmes blancs, de l'eucalyptus et des baies rouges rassemblés dans un ruban rustique. Dans son autre main,
il portait une tarte aux cerises, sa croûte magnifiquement tressée. Pour la table, dit-il avec un doux sourire. Ma femme faisait des tartes aux cerises pour chaque célébration. J'ai pensé qu'elle aimerait que je maintienne la tradition avec de la bonne compagnie. Mes yeux se sont adoucis. Merci, Thomas. Il a fait un petit signe de tête respectueux et a posé la tarte sur le comptoir. Il ne s'est pas tenu trop près. Il ne s'est pas mis au centre du moment. Il y a simplement ajouté de la chaleur, comme il le faisait toujours. Pendant un moment, la maison a bourdonné doucement d'activité. Des rires, le doux cliquetis de la vaisselle, le crépitement des bûches dans la cheminée. La guérison n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle avait simplement besoin d'espace. Puis le silence est tombé. Le genre de silence qui fait que tout le monde se tourne vers la porte sans savoir pourquoi. Je l'ai senti avant de le voir. Un changement dans l'air, une anticipation fragile. La porte d'entrée s'est ouverte lentement. Des flocons de neige ont voltigé à l'intérieur avec le courant d'air. Et là, elle se tenait. Rachel, ma belle-fille, la femme qui m'avait autrefois exclu d'une table familiale, la femme qui avait passé un an à apprendre ce que la peur pouvait détruire et ce que l'humilité pouvait réparer. Elle se tenait sur le seuil, ses mains tremblant autour d'un petit livre relié en cuir pressé contre sa poitrine, sa voix tremblait. Je n'étais pas sûr de devoir venir. Ses yeux brillaient. Son souffle était saccadé. Michael a fait un pas vers elle, mais il n'a pas parlé. Il l'a laissé choisir son prochain pas seul. Rachel a tendu le livre à deux mains. « C'est pour vous, Sandra » a-t-elle murmuré. Je l'ai fait moi-même. Je me suis approché lentement, prenant doucement le livre dans mes mains. La couverture disait « Gratitude ». À l'intérieur, chaque page contenait une note manuscrite, un souvenir, un moment, une phrase de remerciement. Merci d'avoir élevé un fils qui aime avec douceur. Merci de m'avoir appris la patience même quand je ne la méritais pas, merci de n'avoir jamais crié même quand cela aurait été justifié. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la force quand elle est silencieuse. Entre les pages, elle avait glissé des photographies. Michael enfant dans mes bras. Moi tenant Connor au parc. Une photo de la vieille maison où nous avions autrefois essayé de nous réunir. Et à la fin, une page blanche. Une note en haut disait, pour les souvenirs que nous n'avons pas encore créés. Mon souffle a tremblé. Une chaleur s'est répandue en moi, profonde, lente et constante. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai laissé un doux sourire monter. Entre, Rachel, ai-je dit. Cette maison ne garde que la gentillesse, mais la gentillesse grandit quand on l'arrose. Rachel s'est effondrée, non pas de honte, non pas de panique, mais de soulagement. Elle a serré le livre contre sa poitrine et est entrée. Michael lui a pris la main, la serrant doucement, la gratitude écrite sur tout son visage. Derrière eux, Thomas observait avec une chaleur tranquille, ne s'insérant jamais, simplement témoin de la lente guérison de la famille. Les bougies brûlaient doucement sur la table. La feuille d'érable que j'avais gardée toute l'année reposait près du carnet de Richard, ses bords dorés à la lueur des bougies. Mon écharpe tricotée me semblait chaude autour du cou, un symbole de ce qui avait été reconstruit. Alors que tout le monde trouvait sa place, je me suis dirigé vers la tête de la longue table en noyer, la place que Richard m'avait toujours réservée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis assise, non pas par tradition, non pas par attente, mais parce que j'étais appréciée. Dehors, la neige tombait doucement devant les fenêtres. À l'intérieur, la lumière et les rires remplissaient la villa. C'était Thanksgiving, non pas parce que tout le monde était là, mais parce que tous ceux qui étaient là avaient choisi la gentillesse. Le dîner s'est déroulé comme le font les miracles silencieux, non pas avec spectacle, mais avec une chaleur qui s'installe lentement dans chaque coin d'une pièce. Les bougies vacillaient le long de la table en noyer, jetant de doux halos de lumière sur les visages, remplis non pas de perfection, mais de présence. Des rires doux flottaient entre les conversations. Les rires des enfants s'élevaient comme de petites cloches. Le cliquetis des ustensiles ressemblait à un rythme doux, stable, non forcé, réel. J'étais assise parmi eux, non pas comme quelqu'un essayant de maintenir une famille unie, non pas comme quelqu'un se rétrécissant pour maintenir la paix, mais simplement comme une femme à sa juste place. Je ne suis pas revenu sur l'année dernière. Je n'ai pas raconté la douleur, ni le rejet, ni les moments silencieux où j'ai été oublié. Ce soir n'était pas pour réécrire ce qui s'était passé. C'était pour remarquer ce qui avait changé. De l'autre côté de la table,
Michael s'est penché pour aider Connor avec sa purée de pommes de terre. Lily a grimpé sur mes genoux à un moment donné, fredonnant doucement tout en traçant des motifs sur mon écharpe tricotée. Rachel était assise à côté de son mari, ni sur la défensive, ni sur ses gardes, simplement présente. Il y avait une ouverture dans ses yeux qui n'était pas là auparavant, une volonté silencieuse de reconstruire, un pas prudent à la fois. Et Thomas, il était assis près du bout de la table, les manches retroussées, riant tranquillement de quelque chose que Mitchell avait dit. Il n'attirait pas l'attention. Il n'entrait pas dans des espaces qui n'étaient pas les siens. Il ajoutait simplement de la chaleur par sa seule présence, une braise constante qui brillait sans avoir besoin de louanges. Alors que la soirée s'estompait dans son heure la plus douce, j'ai jeté un coup d'œil à la chaise vide à la tête de la table. La chaise, avait dit Richard un jour, m'appartiendrait toujours. Ce soir, je l'ai occupée non pas parce que la tradition l'exigeait, mais parce que la pièce elle-même semblait se pencher vers ce siège, m'invitant à revendiquer la dignité qu'il avait toujours voulu pour moi. Quand les assiettes à dessert ont été débarrassées et que la dernière bouilloire de thé mijotait doucement sur la cuisinière, je me suis éloigné de la table, laissant les autres discuter et rassembler les restes. Quelque chose en moi demandait un moment seul, non pas dans la tristesse, mais dans la gratitude. La porte coulissante du balcon a glissé sous ma main. L'air froid a rencontré ma peau, vif et doux. J'ai enroulé mon écharpe tricotée plus serrée autour de mes épaules en sortant. La neige tombait dans le ciel nocturne, chaque flocon captant la lueur dorée des fenêtres derrière moi. Du balcon, je pouvais voir la longue table à travers la vitre, les bougies brûlant encore, les ombres dansant doucement contre les murs, les silhouettes de la famille se déplaçant avec une sorte de tendre aisance que je n'avais qu'imaginé un an auparavant. Je tenais le carnet de Richard dans mes mains. Le cuir semblait chaud des heures passées à être tenu, comme si les souvenirs eux-mêmes portaient de la chaleur. Je l'ai ouvert lentement, mon souffle formant des nuages pâles dans l'air froid. Les pages ont flotté sous la brise jusqu'à atterrir sur la dernière, la page que Richard a écrite de sa main vacillante alors que la maladie avait déjà commencé à l'emporter. Si un jour elle perd sa place à table, qu'elle construise une table plus grande. J'ai tracé les mots du bout de mon doigt. Des flocons de neige se dissolvaient contre le cuir. La table en noyait à l'intérieur, pleine, brillante, aimée, reflétait l'image même qu'il avait dessinée sous cette ligne. Il avait vu cela bien avant que je ne croie que je le méritais. J'ai murmuré, à peine plus fort que le murmure du vent, il savait, bien avant moi. Il savait la tempête qui viendrait. Une légère brise a soulevé la feuille d'érable pressée à l'intérieur du carnet. Le délicat morceau d'or ambré a dérivé vers le haut, a glissé d'entre les pages et a dégringolé dans la nuit. Je l'ai regardé flotter, légère, libre, jusqu'à ce que le vent l'emporte au-delà du balcon, disparaissant dans le blanc. Ce n'était pas une perte. C'était une libération, un lâcher-prise de chaque blessure silencieuse que j'avais gardée. J'ai fermé doucement le carnet et j'ai regardé à travers la fenêtre une fois de plus, la lumière dorée et chaude, les silhouettes mouvantes, la vie qui se déroulait à l'intérieur que j'avais construite, non pas par colère, mais par dignité. Ma voix s'est élevée doucement dans mon cœur, les mots se posant comme de la neige sur un sol chaud. L'année dernière, j'ai été désinvité de leur table. Cette année, j'en ai construit une assez grande pour tout le monde. Tout le monde qui a choisi la gentillesse. Et puis, presque comme une prière portée vers le haut avec la neige qui tombe, Thanksgiving, ce n'est pas être accueilli. C'est être apprécié. J'ai posé mes mains sur la balustrade du balcon. Le métal froid a pressé mes paumes, m'ancrant dans le présent. Des flocons de neige ont atterri sur mon écharpe, ont fondu lentement, ont disparu dans le fil. Derrière moi, la villa brillait. Un sanctuaire de lumière chaude et de voix douce. Le genre de scène que l'on ne presse pas, mais que l'on savoure. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le froid remplir mes poumons. Puis j'ai expiré dans la nuit silencieuse. Un sourire m'a trouvé, pas large, mais sachant, complet, guérissant, chaleureux, la boucle est bouclée. Et alors que la neige continuait de tomber autour de moi, le monde semblait à nouveau doux. Avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir d'où vous regardez. Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne, non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui, où que vous soyez.
Nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous. Et rappelez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement jusqu'à ce que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur.